J'entretiens de très bonnes relations avec Marine Le Pen et j'entretiens de très bonnes relations avec Éric Zemmour, et très anciennes en plus. C'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. Il est là, et eux ils sont là, c'est ça, c'est le résultat de l'islam radical, c'est ça. Est-ce que le racisme envers les Blancs existe? Non, c'est pas. Attendez, il n'y a pas de racisme institutionnel envers les Blancs. Je porte l'honneur de ces peuples, ces familles forgées par la lutte et l'adversité. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de l'élection perdue par Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. On parlera également des origines ethniques, une question qui est devenue centrale dans le pays, ce qui n'augure rien de très bon. Et on finira par Marouane Benlazar, un humoriste qui subit une islamophobie et un racisme incroyable depuis quelques jours. Mais je voulais commencer par une séquence, une vidéo postée par le collectif Porta Fidei, un collectif qui tend à approfondir la foi chrétienne et qui va expliquer au travers d'une vidéo un peu humoristique pourquoi, en France, nous mangeons du poisson le vendredi. Et Big Mac, comment c'est trop cher maintenant? Mais comment ça Big Mac? On mange pas de viande aujourd'hui, c'est vendredi. Mince. Ah donc on prend tout ça filet aux fiches là? Ah mon frère, moi je mange pas halal, hein, je vais prendre un Big Mac. Vas-y, commande des filets aux fiches, s'il te plaît. Mais pourquoi on a pris du poisson en fait? J'avoue, je t'ai dit, je mange pas halal mon frère. C'est quoi le rapport? Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que dès les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ont commencé à remplacer la viande par le poisson le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la passion du Christ, de la mort du Christ. Donc, ils ont commencé à s'abstenir de viande. L'Église a instauré cette abstinence au fur et à mesure du temps. Et pourquoi? Parce que la viande, c'est un symbole de joie, c'est un symbole de fête. Donc, on a voulu remplacer par un plat plus simple, d'humilité. Premièrement, je ne cautionne absolument pas de faire la promotion de McDo et j'invite tout le monde à boycotter totalement cette enseigne. Mais passé ce point-là, je trouve plutôt cool d'expliquer une tradition française de cette manière. La morale un peu de cette vidéo, c'est qu'il montre qu'en se positionnant contre certaines religions, tu passes à côté de l'essentiel de ta propre religion. Bref, en tout cas ce message qui, moi, tendait à apaiser les gens, à déchaîner les pseudo-patriotes, qui n'ont retenu que l'accent et le faciès des acteurs qui, pour eux, ne font pas assez français de souche. Ils font trop étrangers, vous voyez. Donc c'est plus clair que jamais, le racisme des identitaires, ce n'est pas qu'une question de religion, car pour la plupart ils sont en réalité athées, c'est clairement une question de couleur de peau et d'origine. Et on a pu le voir avec l'élection de Louis Boyard à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Tous les identitaires ont fait des pieds et des mains pour qu'ils ne soient pas élus. À votre avis, pourquoi ? On a assisté finalement à la défaite du nouveau front communautaire face au nouveau front populaire. Pourquoi je parle de front communautaire? C'est parce que cette liste de Louis Boyard, elle a effectivement ce 7e de liste qui était pro-Hamas, affirmé, revendiqué, mais on a effectivement, c'était la deuxième de liste qui est Fadwa Sadak et qui avait un kéfier donc palestinien, mais il y avait cette mention Jérusalem est à nous, mais à côté, c'est important de le préciser, il y avait un drapeau palestinien ainsi que la mosquée Al-Aqsa. Et on peut parler aussi de front communautaire parce qu'on avait aussi dans cette liste des personnes très connues des services de police, notamment un délinquant qui s'appelle Adel Medour, qui était le 23e de la liste, qui est connu dans le stupéfiant, qui est connu pour vol, pour violence. Donc ce sont des gens qui sont très connus des services de police, et également un certain Ricardo Bonheur, également connu pour recel. Donc c'est toute une liste qui a été bâtie pour plaire à une certaine communauté, pour plaire dans les quartiers, mais on voit au final que ce front communautaire a échoué. Ils appellent ça une liste communautaire parce qu'il y a des Noirs et des Arabes dedans, tout simplement. C'est de plus en plus clair. Et comme ils peuvent pas dire clairement que c'est leur couleur de peau, leurs origines qu'ils combattent, alors ils essayent de rappeler quelques polémiques, etc., etc. Mais par contre, ces mêmes médias ne parleront jamais des pédocriminels et des escrocs multicondamnés qui sont toujours en poste ou qui se présentent à certaines élections, jamais. Et comme il s'agit de LFI qui défend la cause pro-palestinienne, les identitaires ont pu avoir le soutien des sionistes comme Myriam Palomba, qui, quoi que vous en pensiez, est turbo-sioniste. Encore une fois, ce parti nous a fait de l'islam à toutes les sauces, et donc clairement n'a pas parlé de la ville en elle-même, mais a voulu faire une politique propagandiste, idéologique, et a tout parlé sauf de la municipalité. Et sincèrement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec Alice Cordier de Némésis, je suis bien contente que ce monsieur ait mis la charia avant la bœuf, et j'espère clairement qu'il disparaîtra du paysage politique français parce qu'ils font énormément de mal à la France. En tout cas, il faut quand même replacer le contexte. On parle quand même d'une élection municipale mineure à Villeneuve-Saint-Georges qui est devenue la priorité des médias sionistes et d'extrême droite.
Tout ça parce que LFI est devenu le parti clairement antiraciste, des Arabes et des Noirs, pro-palestiniens, etc., etc. Donc ils ont sur le dos la bourgeoisie de 1, les pro-israéliens sionistes de 2 et les identitaires d'extrême droite de 3. C'est chaud. Louis Boyard, c'est une anomalie de la démocratie. C'est clair, quand on voit la liste qu'il a faite, quand on voit les profils de ceux qui étaient sur sa liste, c'est-à-dire communautaristes, avec certains ont... C'est la sociologie de la ville aussi. Non, la sociologie... Ah bon, il y a que des délinquants dans la ville. Il y a eu un front républicain anti-LFI. C'est le meilleur front qu'on a depuis un moment. Et ça va continuer. Donc moi, je suis très heureuse que Louis Boyard ait perdu. Et c'est une anomalie de la démocratie. Et je vous assure que ces mots que je trouve personnellement abusés sont en réalité à destination non pas directement des membres de LFI, mais des intérêts qu'ils représentent aujourd'hui, c'est-à-dire pas seulement les intérêts des pauvres et des travailleurs. Hein. La bourgeoisie sait faire avec ça, regardez les gilets jaunes. Le pressing a été intense à partir du moment où LFI se sont clairement positionnés contre les violences policières par exemple, ou contre les discriminations envers les racisés. Et le point d'orgue, celui qui les a fait passer définitivement du côté obscur de la force, c'est d'avoir défendu les Palestiniens. Écoutez Gilles William Goldnadel, qui travaille toujours à la confusion entre juifs et sionistes, dire que le plus grand danger de la communauté juive, c'est l'extrême gauche. Ça fait à peu près 30 ans que je indique, y compris à l'intérieur de cette communauté juive organisée, que j'indique que le plus grand danger pour la communauté juive depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est pas ce qui reste d'extrême droite, c'est l'extrême gauche qui s'est en plus marié depuis avec l'islamisme. J'entretiens de bonnes relations avec tous les gens qui représentent la droite républicaine d'ailleurs. Donc j'entretiens de très bonnes relations avec un monsieur Bellamy, j'entretiens de très bonnes relations avec Marine Le Pen, et j'entretiens de très bonnes relations avec Éric Zemmour, et très anciennes en plus, en dépit de nos divergences. Avec un tel pressing médiatique qui sera sans commune mesure à l'approche de la présidentielle 2027, c'est mal barré pour LFI. Surtout que les identitaires et les bourgeois utilisent des propos de plus en plus outranciers et insultants dans le plus grand des calmes. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que ses campagnes, elles ont viré RN depuis, on va dire, 4 ou 5 ans. Il y a eu une défaite cuisante de son poulain Louis Boyard, qui a été grand remplacé, si on peut le dire, qui a été, comme disait Alice Cordier ce matin, il s'est précipité, il y est allé un peu trop vite, il a mis la charia avant la bœuf, voilà. La charia avant la bœuf. Vous pensez qu'ils font référence uniquement au passé de dealer de Louis Boyard? Personnellement, je pense qu'ils font référence à ce qui est dit régulièrement sur ces news, c'est-à-dire que les jeunes de quartier sont destinés soit au salafisme, soit à la délinquance, et que les mosquées sont financées par les trafics de drogue. Les identitaires sont de plus en plus en confiance, j'en parlais dans la dernière vidéo, et regardez cette info de Libération. Un club privé réservé aux Blancs ouvrira bientôt à Paris. À l'origine de ce projet, on retrouve la députée apparentée au Rassemblement national, Anne Sicard, Alice Cordier, ainsi qu'un cadre de l'équipe d'Éric Ciotti. Bien évidemment, ils se cachent en disant que non, mais vu les derniers propos de ces gens-là, parlant notamment du faciès des étrangers qui dérangeraient les gens, bon, on a compris. Ils essayent aujourd'hui de mettre au centre du débat l'origine ethnique. Voilà pourquoi Retailleau se disait favorable aux statistiques ethniques. Depuis quelques jours, nouveau formulaire en effet, et il y a une question facultative qui figure dans ce formulaire et qui dit d'où viennent, où sont nés vos parents. Est-ce que vous êtes favorable aux statistiques ethniques? Je suis favorable à ce questionnaire. Les statistiques ethniques, je m'en suis toujours un peu méfié. Je vais vous dire pourquoi. Vous disiez en 2020, d'un côté, ça permet de connaître la réalité. Voilà, il y a d'un côté la connaissance de la réalité, mais de l'autre, je ne voudrais pas que, comme aux États-Unis à un moment donné, ces statistiques-là débouchent sur la discrimination positive. La réalité de quoi? Et la réalité sociologique, tout simplement. Sur les mouvements migratoires, on a besoin de connaître. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher la réalité? Donc oui ou non aux statistiques ethniques? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on ne les utilise pas pour la discrimination positive. Ils veulent préparer le terrain pour qu'une politique en fonction de l'origine ethnique soit inscrite dans le marbre et appliquée. On est passé de « est-ce que vous êtes en règle ou non ? Est-ce que vous avez des papiers ou non ?» à aujourd'hui, même si vous êtes français,
on peut vous demander de quelle origine sont vos parents et même vos grands-parents. Maintenant, comme Benoît Hamon, ils disent, mais en fait, l'immigration, ça n'a pas bougé depuis les années 30. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est pas ce que voient les Français. Donc, ce qui est intéressant, ce sont les études qui montrent les ascendances. Et quand on passe aux études qui montrent les ascendances, là, on a de gros problèmes. C'est-à-dire que ce 6,7% d'étrangers, ça devient, on a plus de 21,5% de personnes nées sur le territoire qui aujourd'hui ont un parent étranger. Et dans la tête des gens, la question, c'est pas tant d'avoir un parent étranger, la question, c'est cette population est en nombre tellement important qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'assimiler et que la question se pose de savoir si on ne doit pas faire vivre un peuple avec d'autres références à côté de nous. Et c'est là où personne n'accepte. Ça s'appelle tout simplement l'apartheid. Vous voyez quand je vous disais qu'on veut préparer le terrain pour qu'une politique en fonction de l'origine ethnique soit appliquée, on y arrive doucement. On fait presque l'inverse des États-Unis. Eux sont sortis de la ségrégation raciale, même s'ils en gardent des bribes avec les statistiques ethniques notamment, pendant qu'en France, nous, on commence les statistiques ethniques pour potentiellement arriver, potentiellement, je le dis encore une fois, à une sorte de discrimination qui serait légale. Et pour ça, il faut invisibiliser le racisme dit systémique, le faire passer pour de la victimisation, mais par contre, parler de plus en plus de racisme anti-blanc. La plume d'Eugénie Bastier qui dit « On voit clairement où veut en venir Hervé Lebras. S'il passe une centaine de pages à nous démontrer que la race blanche n'existe pas, c'est pour mieux démontrer que le racisme anti-blanc n'existe pas, qu'il est un fantasme de l'extrême droite, une panique morale. » Que lui répondez-vous ? C'est un moyen de dire que le racisme anti-blanc n'a pas de sens. D'ailleurs, pourquoi ? Est-ce que vous diriez du racisme anti-noir ? C'est-à-dire le racisme anti-blanc, c'est une contradiction dans les termes. Est-ce que le racisme envers les blancs existe ? Non, c'est pas. Attendez, il n'y a pas de racisme institutionnel envers les blancs. J'ai jamais vu une entreprise accusée d'avoir refusé une personne parce qu'elle était blanche. En revanche, il y a des trop nombreux cas où on refuse parce que, par des moyens souvent indirects, parce qu'elle est d'origine arabe ou parce qu'elle est noire. Il n'y a pas de racisme institutionnel. Et ce qui s'est produit, et qui est très important pour moi, c'est qu'au XVIIIe siècle, le critère a changé. Et le critère est devenu... La tentative a été d'établir scientifiquement l'existence. C'est tout à fait nouveau. Et donc la supériorité des Européens, pour prouver leur supériorité, ils ont utilisé la science, ou ils ont cherché à utiliser la science. Et ils ont commencé par les naturalistes, comme vous l'avez dit. Voilà. Ce qu'on est en train de vivre, c'est purement et simplement une régression. C'est-à-dire que par le passé, on a justifié le racisme pour légitimer la traite négrière, la colonisation, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait des statistiques ethniques pour venir encore une fois justifier scientifiquement le fait que les populations basanées et noires, de par leur comportement ou leur niveau social, seraient inférieures aux blancs. Je trouve qu'on tend vers ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et justement, passons à l'affaire Marouane Ben Lazar, qui subit depuis quelques jours de l'islamophobie et du racisme de zinzin. Sa faute, avoir une barbe, un bonnet et une chronique humoristique à la télévision. Juste ça, ça a suffi pour que les racistes, parce que c'est clairement des racistes, se déchaînent sur X, notamment avec Nathalie Loiseau, députée européenne et ancienne du GUD. Le GUD, c'est quand même un vieux groupuscule néo-nazi, comme quoi on retrouve des anciens néo-nazis au Parlement européen, mais ça ne gêne pas les médias comme Frontières. Bref, elle a tweeté ceci: au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés, ici est bafoué par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi ? C'est très grave, c'est-à-dire qu'au faciès, elle a décidé que c'était un islamiste. On parle quand même d'une députée européenne. Mais son vrai problème, c'est que c'est un arabe, c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas la seule. Il y a pas mal d'élus, de journalistes, d'influenceurs, etc. qui l'ont suivi dans son délire et ont fait des tweets dégueulasses. Le plus grave, c'est le silence assourdissant de la classe médiatico-politique. Et le plus triste, c'est que les racisés se sont presque habitués à être la cible de ces gens-là. Regardez Marouane Ben Lazar, qui est dans cette affaire victime et qui en parlait déjà il y a quelque temps. Avant, j'étais arabe sans barbe, vous comprenez ? Et j'ai laissé pousser un peu la barbe parce que juste arabe en France, c'est trop facile. Moi, il me faut des vrais défis. Et là, on est sur un vrai défi. Je vous jure, ma vie en France, elle a complètement changé. Je ne sais pas comment vous expliquer le regard des gens tous les jours, tout le temps. Tous les gens, hein. Les gens que tu connais, les gens que tu connais pas. Bon, les gens que tu connais pas, tu t'en fiches un petit peu. C'est souvent les mêmes profils. C'est souvent, tu sais, souvent, tu remarques qu'ils ont un peu trop regardé la télévision. Tu sens que dans leur oreille, tu sais, ils entendent la voix des chroniqueurs qu'ils entendent dans la télévision leur dire « C'est le résultat de l'islamisme dont on t'a parlé, c'est exactement ça. » Il est là, et eux, ils sont là, c'est ça, c'est le résultat de l'islam radical, c'est ça.
Et moi, je leur réponds pas. Je leur réponds pas parce que j'ai peur de les décevoir. J'ai peur de leur dire la vérité, j'ai peur de leur dire c'est le résultat de 4 mois à regarder Viking. Pour être honnête, c'est ça qui s'est passé. Il y a quand même eu très peu de réactions pour dénoncer ce lynchage, mais parmi ce peu de réactions, il y a notamment Jason Brokers, un autre humoriste, qui suite à une vague d'insultes qu'il a subies pour avoir défendu Marwan Ben Lazar, va tweeter ceci. « Retourne dans ton pays. Mon père n'a jamais demandé à venir en France, c'est la France qui avait besoin de main-d'œuvre et qui est allée chercher mon père. Maintenant, on est là, et on retournera dans notre pays comme vous dites, si nous on le décide. Pour l'heure, on est français et on ne va pas bouger. On ne va pas renoncer à notre religion et on ne va pas renoncer à qui nous sommes. C'est votre racisme et votre islamophobie qui ne sont pas en accord avec la démocratie. » Bref, on va finir avec une touche de positivité. Nassourdine Imavov, combattant de MMA qui a remporté une victoire quasi historique ce week-end et qui a publié un clip dans lequel il décrit sa France. Une France qui, je pense, est partagée par beaucoup de monde quand on sort du monde médiatico-politique et d'Internet. Я представляю Кавказ, Дагестан, земля воинов, мои предки. Là, on apprend à se battre dès l'enfance, à ne jamais rien attendre des autres, à tout donner. Je porte l'honneur de ces peuples, ces familles forgées par la lutte et l'adversité. Je représente les parents immigrés qui sacrifient tout pour leurs enfants. Ces héros invisibles qui se lèvent chaque matin, loin de leur confort, leur sacrifice, mais espérant ne jamais flancher. Je représente ceux qu'on oublie, les banlieusards, les zones rurales, les négligés de la société, ceux qu'on méprise parfois. Ils ne se laissent jamais briser par les obstacles. Je représente les braves, les dignes et les gens d'honneur. Ceux qui luttent pour ceux qu'ils croient être bons. Qu'ils soient riches, pauvres, célèbres, inconnus, blancs ou basanés, peu importe. Je représente au-delà d'un drapeau ou d'un papier. Je représente ma France. Que demande le peuple? Avec en fond Salif Keita pour la bande originale du film Ali que je vous conseille de voir. En tout cas, je pense ou j'espère que beaucoup de personnes en France se retrouvent dans cette France ou dans une France qui ressemble à celle-ci. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.